À cœur ouvert, bienvenue sur ce plateau. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Félicien Moulenda. Il est coordonnateur du FONARED, le Fonds national RED de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons aborder la question des succès et des faiblesses, mais nous allons aussi aborder justement la question des nouvelles négociations qui pointent à l'horizon, les négociations de la deuxième lettre d'intention entre la RDC et le Fonds CAFI. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour Alfred. Comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de nous recevoir chez vous pour essayer de parler de votre travail au quotidien. Je voudrais déjà vous poser la question de savoir si aujourd'hui il vous est demandé de présenter les FONARED. En quelques mots, comment pouvez-vous nous les présenter? Je vous remercie de cette opportunité. D'abord, pour commencer par préciser que je suis le coordonnateur du secrétariat exécutif du FONARED, et non du fonds lui-même. Parce que le FONARED a plusieurs organes, 3 organes si vous voulez, un comité de pilotage présidé par le ministre des Finances, avec la vice-présidence assurée par le ministère de l'Environnement, un comité exécutif qui est également multipartite, et qui fait intervenir des experts externes, et enfin un secrétariat exécutif dont j'assure la coordination, qui est l'organe de gestion du FONARED. Donc, le FONARED, c'est un fonds. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi le FONARED, il faut d'abord expliquer le contexte de la RDC, un pays forestier dont le massif forestier représente plus de 60% des forêts du bassin du Congo, qui constitue le deuxième massif forestier tropical au monde, après l'Amazonie. Et donc, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la RDC, comme la plus belle femme du monde, ne peut amener que ce qu'elle a. Et ce qu'elle a de mieux, c'est son capital naturel, représenté par ces forêts. Alors, c'est dans ce contexte que la RDC a adhéré au mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation de forêts, qui est un mécanisme qui prévoit des compensations ou des incitations pour une gestion durable des forêts. Et donc la RDC a adhéré à ce mécanisme depuis 2009 et a commencé les travaux, sa préparation de sa stratégie. Et donc ce processus se décline en 3 phases. Il faut commencer par là. La première phase, c'est la phase de la préparation. La seconde phase, c'est la phase des investissements. Et la dernière phase, c'est la phase de paiement pour résultats qu'on a réalisés. Et donc, en 2009, la RDC a entamé la première phase, celle de la préparation. Alors, pour tenir cette phase qui devait aboutir par l'élaboration d'une stratégie de réduction des émissions, des études ont été menées pour comprendre quels étaient les moteurs de la déforestation. Qu'est-ce qui est à la base de la déforestation dans le pays? Parce que la RED, c'est ça. Il faut identifier les causes de la déforestation et trouver des solutions pour que ces causes cessent. Et des études concordantes ont établi qu'on avait 3 causes directes et 4 causes indirectes. La première des causes, c'est l'agriculture. Vous savez, cette forêt-là, elle constitue, n'est-ce pas, les domaines de vie pour beaucoup de nos populations. Nous avons des populations qui vivent essentiellement dans ces forêts et des forêts. Et donc, leur agriculture de subsistance, ils ne la pratiquent que dans ces forêts et ils contribuent au déboisement. Et donc les études concordantes ont démontré que la première cause, c'était l'agriculture sur Brélis. La deuxième cause est justement besoin de l'énergie. La troisième cause, c'est l'exploitation du bois. Et à côté de ces exploitations, on a l'exploitation artisanale et même informelle, qui constitue une catastrophe. Donc l'étude a démontré que les 3 causes-là sont les causes principales de la déforestation. À côté de ça, il y a des causes indirectes qu'on appelle des causes habilitantes, c'est-à-dire qui ont un effet sur la déforestation. C'est notamment
l'absence de l'aménagement du territoire. Tout ça, ça a été mis dans une stratégie qu'on appelle la stratégie cadre et règles nationale, qui a été adoptée par le gouvernement en 2012. Et ce processus a été conduit de main de maître par le ministère de l'Environnement, avec la coordination nationale RED. C'était la première étape. Maintenant, on a identifié les causes, on a compris d'où vient le problème. Il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut... Voilà, c'est à ce moment-là qu'intervient le Fonds national RED, qui a 3 missions. Première mission, mobiliser les ressources et les partenariats y afférents. Deuxième mission, coordonner l'ensemble de ces interventions, coordonner l'affectation de ces ressources en fonction des priorités nationales. Les priorités sont celles qui sont définies par la stratégie. Ça, c'est très important, parce qu'il faut comprendre ça. Et troisième mission, assurer le suivi pour rapporter sur les résultats. Lorsque ces fonds qui étaient sur le papier, il fallait l'opérationnaliser. Comment on l'opérationnalise? Il faut de l'argent. Un bailleur frappe à la porte. Il dit, moi, j'ai de l'argent que je peux mettre dans ces fonds pour... Et ça, c'est en 2013. Mais j'ai des préoccupations fiduciaires. Dans votre pays, je ne suis pas garanti par les processus budgétaires. Et c'est qui, c'est bailleur? Et c'est la Norvège. Je ne suis pas garanti par les processus budgétaires. Et donc, je passe par un système fiduciaire des Nations Unies. Alors, si vous voulez, on signe. Vous signez un accord avec ces dispositifs fiduciaires des Nations Unies. Et ça me garantit, moi, pour mettre les ressources, et puis on va suivre. Alors, le gouvernement s'est dit, bon, en attendant effectivement que nous mettions formellement notre fonds avec un décret et tout ça, parce qu'il faut les capitaliser, comme il y a une opportunité de capitalisation, eh bien, on signe cet accord. Et c'est comme ça que le gouvernement, représenté par le ministre des Finances et le ministre de l'Environnement, vont signer en 2013 l'accord avec les bureaux des Nations Unies, les fonds multipartenaires des Nations Unies, pour servir d'agent fiduciaire de FONARED et permettre aux partenaires qui veulent se prémunir contre les risques fiduciaires de mettre l'argent. Alors, lorsqu'on signe cet accord met en place un dispositif intérimaire pour opérationnaliser le FONARED. C'est ce dispositif que je vous ai décrit, avec un comité de pilotage, un comité technique et un secrétariat exécutif. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, combien d'argent avez-vous déjà mobilisé en tant que fonds? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, lorsqu'on signe cet accord, malheureusement, lorsqu'on attendait que le partenaire puisse capitaliser le FONARED, il se rétracte en 2013 en raison d'un conflit diplomatique qui existait entre la Norvège et la RDC, parce que, pour être plus précis, il y avait des prisonniers norvégiens ici, et donc l'opinion norvégienne, notamment leur parlement, n'avait pas approuvé que dans ces contextes-là, qu'on puisse capitaliser les fonds nationaux. Et voilà, donc on va attendre finalement, en 2016, c'est en 2016 qu'on aura la première capitalisation du Fonds national de 190 millions de dollars à travers la lettre d'intention qui avait été signée avec CAFI. Je vais en venir. Pourquoi CAFI? À côté de CAFI, on a eu le Royaume de Suède qui a également donné 4 millions de dollars. Et il y a d'autres partenaires qui ont cofinancé avec le FONARED autour d'environ 31 millions. Ce qui fait qu'au total, le portefeuille du FONARED est évalué aujourd'hui à 245 millions de dollars. Très bien. Mais que répondrez-vous à ceux qui pensent que le FONARED n'a pas de base légale? Alors, c'est une très bonne question. Je venais de vous décrire tout à l'heure le processus, comment il se présente. Le FONARED, c'est bien une institution nationale qui est prévue dans la stratégie nationale adoptée en Conseil des ministres en 2012. Mais c'est un fonds n'est véritablement opérationnel que lorsqu'il est capitalisé. Ça va. C'est déjà ça. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. C'est prévu dans la stratégie adoptée par le gouvernement en 2012. Et alors, mais c'est un fonds qui n'a pas de statut légal. Hein. Voilà, j'en viens. Il faut lui conférer une personnalité juridique, n'est-ce pas? Cette personnalité juridique
lui est conférée à travers un acte réglementaire. Ça peut être un décret du Premier ministre. Mais au moment où on veut le capitaliser, ok, toutes ces diligences n'étaient pas remplies. Alors qu'il y avait le besoin de capitalisation. Et c'est comme ça que cet accord a été signé entre le gouvernement, représenté par les deux ministres, et les fonds des Nations Unies, les fonds multipartenaires des Nations Unies, qui constituent, si vous voulez, une base légale pour le fonctionnement du FONARED à ce jour. Et, disons précisément, c'est des arrangements intérimaires, effectivement, en attendant la formalisation par un acte réglementaire. Et ça fait déjà plus de 8 Et ans. on ne peut pas justement parler de l'illégalité, sinon l'illégalité c'est quelque chose où il n'y a aucune institution formelle qui intervient. Là, mais en réalité, sur le plan des droits, FONARED n'existe pas. Ah non, non, attention. Oui. Un accord signé, n'est-ce pas, entre un gouvernement et un partenaire et des partenaires extérieurs, vous n'allez pas me dire que c'est illégal. Mais ça peut aussi l'être. Ah non, ah oui. attendez. Ne faisons pas du juridisme. Oui. Vous avez un accord qui engage le gouvernement, validé par le gouvernement. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas dire que cet accord est illégal. Sinon, alors, vous allez me dire que tout ce qui est fait est illégal. Tous les projets qui bénéficient à tous les ministères, y compris ceux qui estiment que c'est illégal, qui président des comités de pilotage pour la gestion de ce projet, vous allez me dire que tout ça est illégal. Mais pourquoi ça prend beaucoup de temps pour légaliser, justement, avoir quand même cette personnalité juridique? Ben alors, ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, le partenaire, lorsqu'il est arrivé, il n'a plus mis de ressources. C'est en 2016, finalement, qu'on aura un premier accord et qui va aboutir à un déclassement des ressources en 2017. OK? Alors, on a pris un temps, parce qu'il fallait délivrer rapidement, on a pris un temps pour implémenter, n'est-ce pas, ces ressources suivant l'accord qui a été signé. Alors, maintenant, aujourd'hui, un décret a été même préparé, qui avait circulé au niveau du gouvernement, qui n'a pas abouti. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que, parce qu'il y a des partenaires qui sont intervenus par les biais d'un accord fiduciaire. Alors, il faudrait qu'on se mette avec ces partenaires, qu'on se comprenne, qu'on dise, voilà, maintenant, nous voulons aller dans le sens de la formalisation du FONARED. Cela aura un impact sur l'accord qui a été signé, parce qu'il faut l'ajuster. Et donc, lorsque vous êtes en partenariat avec le partenaire, vous ne pouvez pas les prendre de court. Il faut qu'on se mette ensemble, dire, bon voilà, on avait signé des accords intérimaires pour opérationnaliser le FONARED. Mais aujourd'hui, grâce à l'expérience acquise, nous pensons que nous voulons aller dans une direction telle qui sera formalisée. Mais on ne veut pas vous léser, mais on doit vous ouvrir une fenêtre pour vous permettre de vous ajuster à ces nouveaux dispositifs. Mais déjà là, bientôt, c'est la deuxième lettre d'intention que vous allez négocier. Mais dans l'entretemps, FONARED n'est pas, entre guillemets, légalisé. Ne pensez-vous pas que vous allez continuer sur la même lancée? Non, non. Parallèlement aux négociations de la lettre d'intention, il y a également ces discussions qui vont s'ouvrir. Qui vont s'ouvrir parallèlement aux discussions sur la lettre d'intention. Parce que, comme je vous ai dit, on fonctionne sur la base de l'accord qui a été signé entre le gouvernement et les bureaux des Nations Unies. Maintenant, comme on veut aller dans la formalisation a des implications juridiques qui ne rencontrent toujours pas nécessairement les prérequis. Donc, il faut se mettre sur la table avec le bailleur, avec les partenaires plutôt, pour dire, voilà, nous voulons aller dans cette direction. Ça va avoir comme impact d'ajuster certaines de vos prérogatives. Et ces discussions auront lieu bientôt. Et je vous garantis que d'ici la fin de ces négociations, on aura déjà un texte qui va circuler au niveau du gouvernement. Monsieur le coordonnateur, à cœur ouvert, pourriez-vous nous dire si réellement la RDC a eu accès à ces 240 millions de dollars? Mais vous pouvez me croire, nous sommes là pour... Ce n'est pas du bluff,
nous avons des rapports qui sont produits chaque année et qui démontrent combien ont été décaissés et c'est à quoi ça a servi. Alors, sur les 245 millions, ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur les 245 millions, on a plus ou moins près de 200 millions. Parce que les 245 millions, il faut les composer. L'accord proprement dit avec CAFI porte sur 190 millions. Oui. Sur les 190 millions, on a 175 millions qui ont été déjà disponibilisés dans le compte du FONARED. Et sur les 175 millions, on a à peu près 154 millions qui ont été affectés, donnés aux agences pour être affectés. Alors, c'est au niveau de la mise en œuvre avec les procédures que peut-être le décaissement prend du temps. Mais sûr, c'est cette enveloppe de 154 millions. Déjà, entre les mains des agences, nous avons près de 80 millions qui ont été décaissés concrètement. Avec des projets, nous avons dans notre portefeuille aujourd'hui 19 projets, dont 11 projets sectoriels et 8 projets intégrés. Et que répondrez-vous à ceux qui pensent que les fonds décaissés par CAFI sont retournés vers CAFI? Bon, non, ils ne sont pas retournés. Il faut expliquer clairement la chose. Dans le business model de CAFI, à cause des risques fiduciaires, ils ne donnent pas l'argent directement dans le compte du trésor de la RDC. L'argent passe par ce qu'on appelle les agences de mise en œuvre. Et les agences éligibles chez CAFI, ce sont les agences du système des Nations Unies, le PNUD, de la FAO, l'ONU Habitat. Nous avons des agences de coopération bilatérale, telles que l'AFD, la GIZ, la JICA. Et nous avons les banques multilatérales, telles que la Banque mondiale. Alors, l'argent passe par ces agences-là. Ces agences, qui coupent déjà une grande partie. Ils ont droit à ça, c'est légal, ils ont droit à un pourcentage. Ils ont droit à un pourcentage. Et généralement 7%, plus les frais de structure, il y a du personnel et tout ça. Et nous avons fait le décompte globalement. Donc, sur le paquet de 100%, vous avez 42% des financements qui vont dans le coût des structures. Mais c'est beaucoup. Et 58% dans les activités de terrain. Mais c'est pas beaucoup ça? Évidemment, c'est relativement beaucoup, mais vous voyez la chaîne, ces agences-là, parfois, elles contractualisent des ALE qui, finalement, elles travaillent avec les communautés à la base. Alors, ça fait qu'il y a une cascade d'intervenants et à chaque niveau, il y a des frais. Mais ne pensez-vous pas qu'il faut carrément revoir cette situation-là? Ça fait partie des discussions qu'on a avec les partenaires pour dire, bon, écoutez, on comprend que votre souci légitime de vous prémunir de risques fiduciaires. En même temps, il faut comprendre que pour être efficace, il faudrait que la grosse partie de l'enveloppe aille aux activités sur le terrain. Normalement. Je crois que ces discussions avaient déjà été initiées, elles vont se poursuivre. Parce qu'apparemment, le FONARED n'a pas des mains libres, ne gère pas l'argent, ne gère que les portefeuilles. Oui, mais j'ai l'impression. C'est ce que je voulais dire. Pour le partenaire actuel que nous avons, CAFI, les ressources passent par les agences que je vous ai décrites tout à l'heure. Alors, le FONARED, aujourd'hui, le comité de pilotage approuve, n'est-ce pas, autorise qu'on décaisse en faveur des agences. Les agences mettent en œuvre et nous, au niveau du secrétaire exécutif, on fait le suivi pour nous assurer que cette mise en œuvre-là va nous permettre d'atteindre les cibles et les objectifs. Mais est-ce que dans les négociations entre ces agences d'exécution et les ONG qui exécutent sur le terrain, vous êtes associés, vous savez comment ça se passe? Non, là, nous ne sommes pas associés. Ce sont les agences qui recrutent les ALE, c'est de leur responsabilité. Mais nous avons des rapports où on dit que tout est tracé. Les rapports peuvent aussi être truffés, non? Non, 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 tout est tracé. Nous avons un département de suivi et d'évaluation qui se déploie sur le terrain chaque mois. Nous avons des gens sur le terrain chaque mois qui essaient de recouper ce que nous lisons dans les rapports avec les réalités de terrain. Et nous avons des échanges incessants avec les agences. Est-ce que vous pensez que cette manière de travailler vous est confortable? Mais là, nous avons une contrainte du partenaire. Ça peut ne pas, nous aurions préféré que ça passe par le budget de l'État ou qu'il y ait une exécution nationale, mais nous avons la contrainte d'un partenaire qui veut se prémunir contre les risques fiduciaires. C'est une contrainte
que nous avons prises et nous essayons de discuter avec les partenaires pour voir s'il y a la possibilité d'alléger cette contrainte, par exemple, moyennant une possibilité d'avoir une mise en œuvre par des entités nationales, et ce qui amoindrirait un peu les interventions et les coûts de structure. Au regard de tout ceci, on peut penser que le FONARED est un fonds souverain. Ah non, mais alors il faut relativiser la question de la souveraineté. Le FONARED, jusque-là, n'est pas encore capitalisé par le gouvernement. Okay. Comprenez? Le gouvernement n'a pas encore mis les moyens. Les moyens avec lesquels nous travaillons, ce sont les moyens mis par les partenaires. Les partenaires ont leurs exigences. OK? Et ces exigences-là doivent être rendues compatibles, n'est-ce pas, avec les attentes. C'est ce dialogue-là qui est en cours. Alors, quelle évaluation faites-vous aujourd'hui, parce que vous l'avez évoqué en préliminaire, des investissements faits entre 2016 et 2020? Êtes-vous satisfait? Il faut avouer que sur 4 ans d'opération, le travail qui a été fait, c'est quand même un travail, je ne dis pas que c'est un travail extraordinaire, mais c'est un travail qui a lieu de féliciter. Donc, la lettre d'intention avait 49 objectifs. Sur les 49 objectifs, avec les premiers financements, nous avons atteint plus de la moitié des objectifs aujourd'hui. Et tous les PIRED, les 11 programmes, aujourd'hui, je peux vous citer quelques. Nous avons une politique agricole qui est en voie d'être adoptée. Nous avons une politique d'aménagement du territoire qui a déjà été adoptée. Nous avons une politique foncière qui est en élaboration. Et c'est des choses qui n'existaient pas. Nous avons une politique forestière qui est en construction, ne fût-ce qu'au niveau des réformes, de gouvernance. Et au niveau des terrains, nous avons, comme je vous ai dit, 8 projets intégrés qui se déploient dans presque 10 provinces. Nous avons toute l'ancienne province de la Tchopo. Nous avons l'ancienne province de Bandundu. Nous avons l'ancienne province de l'Équateur. Et où nous avons déployé déjà des activités sur le terrain. Vous êtes quand même sûr que du côté de la CAFI, votre tête n'arrange pas trop? Non, ça c'est peut-être une mauvaise lecture. Et moi, je suis à la tête d'un fonds national. OK? Ce fonds national, il est financé par les partenaires. OK? Ça veut dire, je vous ai dit tantôt là, que parmi les missions du fonds, c'est d'affecter les ressources mobilisées conformément aux priorités nationales. Vous comprenez? Donc, notre démarche au niveau du secrétariat exécutif, c'est de faire en sorte de concilier les attentes nationales et les attentes des partenaires. C'est ça, donc. Si on se retrouve dans une situation où les attentes nationales sont en contradiction avec les attentes des partenaires, on doit discuter. Et lorsqu'on demande qu'on discute pour harmoniser, ce n'est pas qu'on rejette les attentes des partenaires. Je suis bien conscient que nous avons un fonds national qui est aujourd'hui financé presque exclusivement par les partenaires. Alors, la question c'est quoi? C'est que lorsque les partenaires viennent financer, ils ont des attentes, non? Et le pays a des attentes. Alors, il faut faire en sorte que les deux puissent être harmonisés pour que ça soit ce qu'on appelle un partenariat gagnant-gagnant. Donc ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Je ne cherche ni à écraser les intérêts des partenaires au profit de ceux de l'État congolais. Moi, c'est avoir un équilibre entre ce que veulent les partenaires et les attentes du pays. Il faut trouver. N'avez-vous pas peur que les partenaires disent, écoutez, comme nos intérêts ne sont plus mis en exergue en RDC, on préfère arrêter? Ah non, mais attendez. Lorsque les partenaires ils viennent pourquoi? Ils viennent justement parce qu'il y a du potentiel, il y a quelque chose qu'il faut faire ici pour adresser les problèmes qui se posent au niveau climatique. Ces potentiels, des solutions existent. C'est ce potentiel-là que nous essayons de mettre en place ensemble. Donc, il n'y a pas de raison. La RDC a ses forêts. C'est une ressource naturelle.
Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est une ressource naturelle sur laquelle il y a beaucoup d'attentes. Des communautés qui dépendent, de l'État et des autres parties prenantes, y compris la société civile. Les partenaires, ils ont des attentes. En investissant, ils veulent qu'on atteigne tel objectif. Et donc, il faudrait faire en sorte qu'aucune partie ne se sente lésée. Ça, c'est la mission que nous, on a. Faire en sorte que les deux parties, le pays ainsi que les partenaires, que chacune des parties se retrouve dans le partenariat. Ben, alors, dans cette approche, des fois, il peut y arriver qu'il y ait des divergences. Et lorsqu'il y a une divergence, qu'est-ce qu'on fait? On cherche, n'est-ce pas, à se mettre ensemble pour trouver une solution. Y a-t-il eu déjà des divergences comme ça? Ah oui, bon, il y a eu parfois des divergences au niveau programmatique. Au niveau programmatique, ça, ce sont des problèmes de gestion. Et même au niveau si vous voulez, des options. Il y a parfois des divergences, mais on a plusieurs organes. Nous avons le secrétariat exécutif, nous avons le comité technique. Le comité technique, c'est l'organe finalement qui connaît de toutes les questions techniques. C'est là où les divergences sont harmonisées. Et enfin, on remonte pour décision au comité de pilotage. Donc nous avons des instruments et nous avons des canaux de dialogue qui permettent de pouvoir harmoniser. Mais lorsque vous dites que la RDC, sa forêt est une solution potentielle aux problèmes climatiques, si je dois lire entre les lignes, c'est pour nous faire voir que les partenaires n'ont pas d'autre choix que de venir en RDC. Ah non, mais il ne faut pas exagérer. La RDC n'est pas seule au monde. La RDC a un potentiel qui peut contribuer. Ça, c'est évident. Mais ça ne fait pas de nous, comme ça, le seul au monde capable de pouvoir donner des solutions à tout. Mais quelle lecture faites-vous des différents décaissements de la CAFI? Parce qu'on a l'impression que plus d'argent de la CAFI est affecté à la planification familiale. Je ne sais pas si c'est la même lecture que vous faites vous aussi avec moi au même moment. Qu'est-ce qui se cache derrière cette politique? Alors, M. Alfred, je vous ai tantôt là décrit les différentes causes de la déforestation, les différents moteurs de la déforestation. Il y a un moteur qui se rapporte à la démographie, donc à la population. OK? Oui. Tout est problème d'approche. Alors, le partenaire, n'est-ce pas, pense que si on agit sur la planification familiale, on pourrait, n'est-ce pas, atténuer l'impact de la démographie sur les forêts. OK? Ça, c'est en face. Nous avons fait des consultations, n'est-ce pas, qui ont donné une approche différente. Ça veut dire, la démographie et la planification familiale, c'est une partie de la solution, mais pas l'exclusivité de la solution. Parce que si on ne donne pas à la jeune fille la possibilité d'étudier, OK? Et déjà, si on donne la possibilité, d'abord il faut noter que la pauvreté, n'est-ce pas, fait en sorte que il y a un lien avec la planification familiale. Lorsque la jeune fille n'a pas eu la chance d'étudier, d'aller plus loin avec les études, elle va commencer la maternité à un très bas âge. Alors, la discussion, c'était qu'on ne voie pas la démographie dans le sens de la planification familiale uniquement. Et planification familiale est la seule distribution de contraceptifs uniquement. Il y a d'autres volets qualitatifs qu'il faut prendre en charge. Par exemple, l'éducation de la jeune fille. Par exemple, la santé de la mère, la santé de la reproduction. Tout ça, nous avons souhaité qu'il y ait un dialogue. Et là-dessus, pour ne pas donner l'impression de ce que vous venez de dire tout de suite, parce qu'effectivement, lorsqu'on fait la comptabilité de nos ressources, on a l'impression qu'on a mis plus de ressources sur la planification familiale qu'on en a mis sur l'agriculture et les autres. Exactement. Et ça crée un déséquilibre. Aujourd'hui, les négociations pointent à l'horizon. Pourriez-vous nous glisser un mot à quand ces négociations vont démarrer? Alors, il faut d'abord vous dire que
Ces négociations étaient attendues depuis l'année passée. Oui. Elles avaient été amorcées, mais elles n'ont pas abouti. Il y a eu un problème d'incompréhension au niveau de l'approche. Alors, la partie nationale avait initié des consultations qui ont abouti à la formulation des priorités. Et derrière ça, un comité de négociateurs avait été mis en place. Donc, nous, on pensait que cela suffisait pour qu'on amorce les négociations avec les partenaires. Oui. Mais du côté des partenaires, ils ont estimé qu'ils devaient faire d'autres consultations et qu'ils n'étaient pas très à l'aise avec la manière dont on avait défini les priorités. Alors que l'idée, c'était que la partie nationale a défini les priorités, on présente ces priorités aux partenaires pour qu'on en discute et pour qu'on se mette d'accord. Mais cette approche n'a pas été suivie. Finalement, les choses sont tombées en veilleuse. Bon, maintenant, à la faveur de la mise en place du nouveau gouvernement, et puis les contacts ont repris, et donc il y a ce processus-là qui sera enclenché. Donc vous êtes prêt déjà pour les négociations? Alors, du moins, parti national, nous pensons que nous avons... il y a un atelier qui est prévu de la partie nationale pour harmoniser les vues, parce qu'il ne faut pas y aller en ordre dispersé. Oui. Et aussi, ils harmonisent les vies. Donc, il faut que la partie nationale harmonise ses vies en termes de priorités, en termes d'approche, en termes d'objectifs. Et lorsqu'on a harmonisé les vies, on va aller comme ça, en train de parler d'une seule voix face aux partenaires. Il y avait déjà un comité de négociations qui était mis en place avant, qui a été débouté. Aujourd'hui, on voit venir un nouveau comité composé des personnes qui ne sont pas aguerries en négociation avec les partenaires. N'est-ce pas là déjà un échec en amont? Non, pas un échec. Je vous ai dit qu'il y avait un comité qui était mis en place. En entre-temps, le gouvernement a changé. Et il y avait des membres qui représentaient les anciens cabinets. Et donc, aujourd'hui, il faut changer. Il faut mettre à jour. Mettre des personnes qui ne sont pas peut-être aguerries dans les domaines de négociation. Non, mettre à jour. Nous, le FONARED, en tant qu'organe technique, nous sommes là pour donner notre facilitation parce que nous avons la mémoire institutionnelle. C'est nous qui avons conduit les premières négociations, c'est nous qui avons assuré la gestion du processus jusqu'à ce jour. Donc nous sommes la mémoire institutionnelle de tout ce processus. Donc nous sommes là pour offrir nos services, pour donner cette facilitation, permettre à ceux qui viennent de pouvoir savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait, d'où on vient et où on va. Donc, nous sommes, comme je vous ai dit, notre approche, la proposition que nous avons faite, c'est qu'il faut qu'on ait un atelier au niveau technique pour que la partie nationale puisse parler le même langage. Un peu comme, vous l'avez vu, au niveau politique, les différentes autorités, membres du comité de pilotage, se sont réunis pour harmoniser les vies. Nous souhaitons que cela se fasse également au niveau technique. De cette manière, la partie nationale n'ira pas en ordre dispersé face aux partenaires. Mais il semble, selon les indiscrétions qui sont tombées sur notre rédaction, que les négociations se feront entre un couple. C'est-à-dire, du côté de la RDC, c'est la même personne qui a des ramifications avec les côtés CAFI. Ne pensez-vous pas qu'il y a déjà un conflit d'intérêts à ce niveau-là? Bon, écoutez, je ne sais pas faire un commentaire dans le sens où vous allez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous souhaitons, ça c'est le vœu que nous on exprime, mais on l'a dit, nous souhaitons qu'il y ait cette task force nationale. OK? Une task force ne peut pas être constituée par un individu. Donc il faut qu'on ait une task force nationale représentative, c'est-à-dire tous les ministères sectoriels concernés devraient se retrouver là-bas, et cette task force nationale-là, sous la coordination du ministère des Finances, pourra adopter une ligne de conduite. Une ligne de conduite pour que finalement, on n'aille pas, comme je vous dis, en ordre dispersé devant les partenaires. Voilà. Donc ça permet de mitiger tous les risques que vous évoquez, ainsi de suite. Alors, quelles sont les perspectives justement de ces négociations? Alors, vous savez que ces négociations vont porter sur
un partenariat plus ambitieux que le premier. Et donc, les perspectives, c'est que nous arrivions à mobiliser plus d'argent que dans la première phase pour avoir plus d'impact sur la pauvreté. Comme il est démontré aujourd'hui que la cause principale de la déforestation, c'est la pauvreté. Parce que ceux qui coupent les bois et ceux qui font l'agriculture subriliste, s'ils avaient des moyens alternatifs de vie, ils ne les feraient pas. Et donc, il faut trouver des solutions à toutes ces questions. Et donc, nous pensons qu'un partenariat beaucoup plus important, avec des moyens plus importants, ça serait une bonne chose. Mais il faudrait que le tout se fasse en harmonie, c'est-à-dire dans un dialogue sincère entre les deux parties, un dialogue harmonisé, avec une vue harmonisée pour que ces objectifs soient atteints. Mais si aujourd'hui, dans ces négociations, les partenaires vous disent, écoutez, moi je vais continuer à travailler avec les systèmes des Nations Unies comme agence et les autres agences, allez-vous fléchir? Je vous ai dit, il y a une contrainte. Le partenaire, il y a moyen de mitiger. Nous avons des propositions de mitigation. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'il y a eu des discussions pour voir comment on fait en sorte qu'une partie des financements soit portée par les entités nationales. Quand bien même les aspects fiduciaires peuvent continuer à être implémentés par les agences. Oui. Mais s'il y a un peu de bonne foi des parts et d'autres, il y a moyen de trouver des solutions qui permettent à toutes les parties d'être à l'aise. Et à ce niveau-là, quelle est la solution que vous proposez? Alors, la solution, c'est encore une fois dans le dialogue. Je crois que lorsqu'on va parler du partenariat, on va parler des priorités et aussi on va parler des mécanismes de mise en œuvre. C'est au niveau des mécanismes de mise en œuvre qu'on doit se mettre d'accord sur qui fait quoi et comment on le fait pour arriver à atteindre les résultats. Vous êtes les premiers coordonnateurs même de ces secrétariats exécutifs du FONARED. Quels sont vos moments les plus sombres que vous avez vécus et quels sont vos moments de gloire? Et je vais commencer naturellement par le moment de gloire. Ouais. Le moment de gloire, c'est d'avoir donné vie à quelque chose qui n'existait pas. Et comme quelqu'un qui rêve d'avoir donné naissance à un enfant qui a commencé à marcher, à parler, et qui grandit, qui le voit grandir, ça c'est quelque chose qui me réjouit énormément. Alors, dans tout processus, dans tout parcours, il y a des fois des hauts et des bas. Ça ne manque jamais. Il est arrivé que nous ayons des divergences de vues avec les partenaires, mais à travers les dialogues, ces divergences de vues sont résolues. Les autres pourraient être rencontrés dans le cadre des prochaines discussions. Donc, en fait, personnellement, je dis, j'ai accompli quelque chose. Bon, la suite, Dieu seul. Et comment prévoyez-vous l'avenir du FONARED? Et le FONARED, ça c'est très important. Vous m'avez posé la question sur la base légale du FONARED. L'avenir du FONARED aujourd'hui, c'est de le formaliser, ok, lui donner une base légale pour qu'il ait une personnalité juridique, pour être accrédité au Fonds national et au Fonds vert pour le climat, par exemple. Parce que je vous ai dit, les missions premières du FONARED, c'est de pouvoir mobiliser les ressources. Ok? La deuxième chose, nous voulons aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'interventions ci et là. Nous souhaitons avoir finalement un fonds qui serait un guichet unique. Un guichet unique pour le pays au niveau de la finance climat. Il y a pas mal d'opportunités, n'est-ce pas? Il y a la CNRED qui est plutôt la CEDEN, la contribution nationale déterminée, qu'il faut élaborer avec beaucoup d'opportunités. La proposition que nous souhaitons faire, c'est qu'il y ait un guichet unique, un fonds national climat pour le gouvernement, constitué, n'est-ce pas, d'une task force des techniciens et qui serait ouvert à tous les bailleurs, qui définirait des modalités à négocier avec chaque bailleur. Et en ce moment-là, vous avez un guichet unique qui fera en sorte que lorsqu'un bailleur vient pour intervenir dans ce secteur-là, il y a ce guichet unique qui l'accueille, qui examine
sa proposition et qui fait des propositions, des recommandations au gouvernement. Et en ce moment-là, le gouvernement peut adopter, signer tel ou tel accord qui serait le plus efficient parce qu'il y a un guichet unique. J'ai fait le parallélisme avec le secteur de l'endettement parce que je suis le ministère des Finances. Aujourd'hui, la loi prévoit que aucun organisme ne peut contracter un emprunt. Vous pouvez contracter un emprunt, vous pouvez avoir des dialogues pour lever les fonds. Mais ça doit passer par la Direction générale de la dette publique. La Direction générale de la dette publique doit s'assurer de la conformité de l'emprunt que vous voulez faire par rapport aux prescrits en matière de la dette. Dès que la Direction générale de la dette publique donne son OK, en ce moment-là, le ministre se dit, c'est bon, j'ai eu l'avis favorable. Il peut signer. C'est ce que nous souhaitons dans le... Parce que en ce moment-là, ce fonds-là va remplacer le FONARED. Ah oui, naturellement, ce sera un fonds national climat. Si vous voulez, c'est le FONARED qui pourrait s'émuer à un fonds national climat et qui servirait de guichet unique pour le pays. Et ça, c'est votre rêve? Ça, c'est mon rêve, vraiment, que je caresse. Mais en attendant, nous avons l'existant et qu'il faut préserver et en lui donnant une personnalité juridique, n'est-ce pas? Et en ajustant, parce que j'insiste, il y a un accord qui a été signé avec une partie internationale, eh bien, il faut ajuster cet accord par rapport, n'est-ce pas, à la personnalité juridique qu'on voudra bien donner au FONARED. Monsieur le coordonnateur du FONARED, vous êtes parmi ceux qui lisent Environ-News, ceux qui suivent au quotidien les travaux d'Environ-News. Avez-vous un mot à adresser à toute l'équipe d'Environ-News? Vous savez, Alfred, c'est une fierté pour moi de voir des jeunes cadres du pays qui tiennent des unités. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, c'est ça. Cet esprit d'entrepreneuriat, créer une unité et qui se confirme et qui crée son identité, qui crée sa réputation, ça, je ne peux que vous jeter des fleurs. Merci. J'ai participé pendant mon cursus, n'est-ce pas, à l'élaboration de la loi sur la promotion de l'entrepreneuriat des nationaux. Et donc, pour moi, c'est un plaisir, un honneur que d'avoir une unité comme la vôtre, que vous pilotez, et qui aujourd'hui a un nom, et a une réputation, et qui met tout le monde d'accord sur le travail que vous faites. Eh bien, je ne peux que vous jeter des fleurs. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur, pour ce temps. C'est un plaisir pour nous et j'espère que c'est la première fois que nous venons vers vous, mais ce n'est pas la dernière. Hein? Non, pas du tout. Nous reviendrons encore vers vous. Tant qu'on sera là, nos portes vous seront Exactement. Alors, quant à moi, je vous dis déjà merci pour avoir suivi cette édition et je vous fixe rendez-vous prochainement avec un nouveau numéro et un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.